Elle a perdu son fils il y a 2 ans. Par une nuit glaciale, un enfant mystérieux frappe à sa porte, trempé, tenant un dessin identique à ceux que faisait son fils. Des secrets troublants commencent à émerger lorsque le petit visiteur écrit « Je sais où il est ». Un voyage de foi et d'espoir commence, révélant des vérités qui changeront leur vie pour toujours. Préparez votre cœur à une histoire d'amour maternel qui dépasse toutes les limites. Abonnez-vous, laissez un like et commentez d'où vous regardez. La nuit tombait lourdement sur Valmontagne. Cette ville de montagne où les maisons à l'architecture, évoquant parfois l'Alsace, semblaient raconter des histoires de temps oubliés. La pluie dessinait des sillons sur les fenêtres embuées de l'appartement d'Hélène. Une psychologue pour enfants renommée qui, à 35 ans, portait sur ses épaules le poids d'une quête qui semblait sans fin. 2 saisons s'étaient écoulées depuis que Michel, son fils unique, avait disparu sans laisser d'autres traces qu'un dessin inachevé sur la table de la cuisine. 2 ans de questions sans réponse, de regards compatissants qui ne parvenaient plus à masquer la pitié, de jours comptés en soupirs et de nuits noyées dans des larmes silencieuses. Hélène maintenait l'appartement exactement comme il était le jour où Michel avait disparu. Les jouets méthodiquement rangés sur l'étagère, le gobelet avec des dinosaures colorés toujours remplis d'eau fraîche, le lit fait avec la couverture au motif d'astronaute qu'il aimait tant. Certains appelaient cela du déni. Elle préférait appeler cela de l'espoir. Cette flamme tenace qui refusait de s'éteindre, même lorsque tous autour d'elle avaient déjà baissé les bras. L'horloge du salon marquait 9 heures lorsque des coups à la porte déchirèrent le silence. Ce n'étaient pas des coups ordinaires, de ceux polis qui annoncent des visites attendues. C'étaient des coups urgents, presque désespérés, comme si celui qui se tenait de l'autre côté luttait contre le temps. Hélène sentit un frisson parcourir son échine. Ce genre de pressentiment que la science n'explique pas, mais que les grands-mères de Valmontagne connaissaient bien, un avertissement du destin. En ouvrant la porte, le temps parut se figer. Un enfant d'environ 7 ans, trempé par la pluie battante, tremblait comme une feuille au vent. Ses yeux, grands et expressifs, semblaient garder des secrets trop anciens pour quelqu'un d'aussi jeune. Mais ce fut ce que l'enfant tenait entre ses petits doigts glacés qui fit manquer un battement au cœur d'Hélène. Un dessin, apparemment fait à la hâte, mais indubitablement dans le même style que ceux de Michel, des arbres au visage souriants et des oiseaux aux ailes démesurément grandes. « Qui es-tu, petit ?» demanda Hélène, s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de l'enfant. Le garçon, car elle pouvait maintenant voir que c'était un garçon, serra simplement le dessin contre sa poitrine et resta silencieux. Ses yeux, cependant, en tissaient long. Hélène savait qu'elle devrait appeler les autorités, suivre les protocoles, agir en professionnelle qu'elle était. Mais quelque chose dans l'expression de cet enfant la transporta immédiatement à la place qu'elle occupait, non pas en tant que psychologue, mais en tant que mère. Sans hésiter, elle ouvrit davantage la porte. « Entre, on va te sécher et te réchauffer. On pensera au reste après. » Il y a des décisions qui changent nos vies en un instant, des choix qui, quand on regarde en arrière, nous réalisons qu'ils ont été le moment exact où tout a basculé. Pour Hélène, accueillir cet enfant mystérieux fut l'un de ses choix. Dans Neymar, les jours qui suivirent, le garçon, qui continuait de ne pas parler, s'installa dans la routine d'Hélène comme s'il en avait toujours fait partie. Avec des gestes patients, elle découvrit qu'il aimait le chocolat chaud à la cannelle, exactement comme Michel. Elle observa, avec un mélange d'étonnement et d'appréhension, comment il organisait les cubes de construction selon des motifs identiques à ceux que son fils créait. Et plus troublant encore, comment il se dirigeait instinctivement vers la chambre de Michel, s'asseyant sur le lit avec le naturel de celui qui retourne dans un lieu familier. Hélène marchait sur un fil ténu. En tant que psychologue, elle connaissait le danger de la projection, de ne voir dans le garçon mystérieux que ce que son cœur désespéré voulait voir. En tant que mère, elle se sentait incapable d'ignorer les coïncidences qui s'accumulaient jour après jour. La première semaine, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, des crêpes au sirop d'érable, un autre favori de Michel, Hélène se figea en voyant le message sur le réfrigérateur. Avec des aimants colorés, exactement les mêmes que son fils utilisait pour lui laisser des petits mots,
était écrit d'une écriture enfantine et tremblante. « Je sais où il est. » L'assiette, qu'elle tenait, glissa de ses mains, se brisant en 1000 morceaux sur le sol de la cuisine. Le bruit attira le garçon qui entra pieds nus, s'arrêtant prudemment avant les éclats de verre éparpillés. Quand Hélène, se remettant du choc, l'interrogea sur le message, le petit visiteur sourit simplement, un sourire qui n'appartenait pas à un enfant de 7 ans. Un sourire ancien, sage, presque comme s'il avait vécu de nombreuses vies avant celle-ci. « Qui es-tu » demanda à nouveau Hélène, cette fois la voix étranglée par l'émotion contenue. « S'il te plaît, dis-moi, connais-tu mon fils? Sais-tu où est Michel ?» Le garçon ramassa simplement l'un des aimants qui était tombé et le remit sur le réfrigérateur, formant une flèche qui pointait vers les montagnes qui se dressaient majestueusement au-delà de la fenêtre de la cuisine. À partir de là, l'hiver de Valmontagne parut s'intensifier, comme si la nature elle-même conspirait pour maintenir Hélène et le garçon mystérieux isolés dans cet appartement rempli de souvenirs. Des chutes de neige inhabituelles pour la région bloquaient les routes. Le téléphone devenait fréquemment muet à cause des câbles gelés, et Hélène, qui vivait auparavant dans le but de retrouver Michel, partageait désormais sa mission entre déchiffrer les énigmes du petit visiteur et le protéger d'un monde qui poserait certainement des questions auxquelles elle n'avait pas de réponse. Les autorités, bien sûr, finirent par se manifester. Marianne, une assistante sociale aux traits sévères et au regard méfiant, fut assignée à l'affaire après qu'un voisin bien intentionné eut signalé la présence de l'enfant mystérieux. « Docteur Hélène », dit Marianne lors de sa première visite, son ton professionnel masquant mal sa désapprobation. « Je comprends votre situation, mais nous ne pouvons ignorer les protocoles. Cet enfant doit être enregistré, identifié et, éventuellement, placé dans un foyer approprié pendant que nous recherchons sa famille. » Hélène sentit son cœur se serrer. Perdre le garçon maintenant serait comme perdre à nouveau Michel. « Tu es bien ici avec moi », répondit-elle, plus sur la défensive qu'elle ne l'aurait voulu. « Je suis psychologue pour enfants, je suis qualifiée pour m'occuper de lui pendant que nous découvrons son origine. De plus, » elle hésita un instant, pesant ses prochains mots, « je crois qu'il pourrait avoir des informations sur mon fils. » Le site, regard que Marianne lui lança, était chargé d'une pitié qu'Hélène ne connaissait que trop bien. Le même regard qu'elle recevait de ses amis, de sa famille, même des policiers qui avaient depuis longtemps classé le dossier de Michel dans le tiroir des affaires perdues. Hélène. Marianne abandonna le titre professionnel, sa voix s'adoucissant. « Je sais qu'il est difficile d'accepter, mais projeter vos espoirs sur cet enfant ne ramènera pas votre fils. Ce garçon a besoin d'aide professionnelle, pas d'attentes impossibles à satisfaire. » Avant qu'Hélène ne puisse répondre, le garçon mystérieux apparut à la porte du salon, portant quelque chose qui fit taire les deux femmes. Le vieil échiquier en bois sculpté qui appartenait au grand-père de Michel, un objet qu'Hélène gardait au fond du placard de la chambre de son fils, un objet dont le garçon n'aurait pas pu connaître l'existence. Avec des mouvements délibérément lents, l'enfant disposa les pièces sur l'échiquier, mais pas de manière conventionnelle. Il créa un motif, un chemin qui serpentait du centre vers le bord, se terminant par le roi blanc positionné précisément en direction des montagnes visibles par la fenêtre. Cette nuit-là, après le départ de Marianne avec la promesse, ou la menace, de revenir bientôt, Hélène s'assit à côté du garçon pendant qu'il dormait enfin, épuisé après cette journée tendue. À la douce lumière de la lampe de chevet, elle étudia ses traits délicats, cherchant un indice, une connexion tangible au-delà des étranges coïncidences qui s'accumulaient. « Qui t'a envoyé à moi ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour le garçon endormi. « Que sais-tu de mon Michel ?» Comme s'il répondait dans ses rêves, le garçon se tourna, murmurant des mots incompréhensibles, à l'exception d'une phrase qui fit retenir son souffle à Hélène. Le refuge des Angus. Le lendemain matin apporta avec lui la fête d'hiver, une ancienne tradition à Valmontagne, où la communauté célébrait avec des danses typiques, des plats traditionnels et des rituels remontant à des temps anciens. Hélène avait évité les festivités depuis la disparition de Michel. La dernière fois qu'elle y avait participé, c'était justement avec son fils, quelques jours avant de le perdre.
Quelque chose, cependant, la poussait à y aller cette fois. Peut-être était-ce l'éclat dans les yeux du garçon lorsqu'il avait vu les affiches colorées disséminées dans la ville lors de leur dernière sortie au marché. Ou peut-être était-ce cette intuition qui semblait la guider depuis l'arrivée du petit visiteur. La place centrale était transformée. Des lanternes colorées pendaient entre les arbres centenaires. L'arôme d'épices et de spécialités locales emplissait l'air froid de la montagne. Des musiciens vêtus de costumes traditionnels jouaient des mélodies joyeuses, tandis que des couples dansaient avec entrain. Hélène tenait fermement la main du garçon, craignant de le perdre dans la foule. Ses yeux, cependant, ne pouvaient s'empêcher de scruter chaque visage, chaque enfant qui passait, une habitude qu'elle avait développée au cours des 2 dernières années, cherchant toujours, espérant toujours trouver Michel parmi les inconnus. Ce fut pendant la prestation de la chorale d'enfants que cela se produisit. Les enfants, vêtus de costumes typiques, entonnaient une chanson traditionnelle quand, soudainement, le garçon mystérieux lâcha la main d'Hélène. Avant qu'elle ne puisse l'en empêcher, il marcha d'un pas décidé vers la scène improvisée et, à la stupéfaction de tous, en particulier d'Hélène, se mit à chanter. Ce n'était pas la chanson de la chorale, c'était une berceuse, une mélodie que la mère d'Hélène avait créée spécialement pour Michel, une chanson que personne d'autre qu'elle, son fils et sa grand-mère décédée ne connaissaient. La voix du garçon, claire et cristalline, s'éleva au-dessus des murmures surpris de l'assistance. C'était la première fois qu'Hélène l'entendait parler, ou, dans ce cas, chanter, et chaque note était comme un couteau dans son cœur. Chaque mot une confirmation de ce qu'elle soupçonnait déjà, mais craignait d'admettre. Ce garçon, d'une manière ou d'une autre, connaissait Michel. Des larmes coulaient librement sur le visage d'Hélène lorsque le garçon termina la chanson. Pendant un instant, tout le festival sembla figé dans le temps, comme si tous les présents avaient été touchés par l'étrange magie de ce moment. Ce fut Madame Gertrude, l'aînée la plus respectée de Valmontagne, connue pour ses dons de sagesse et comme gardienne des traditions locales, qui rompit le silence. D'un pas lent mais décidé, s'appuyant sur sa canne en bois sculpté, elle s'approcha du garçon. « Combien de temps n'avions-nous pas entendu la chanson des enfants guides ?» dit-elle, sa voix ancienne comme les montagnes elles-mêmes. Ses yeux, embués par l'âge mais toujours perspicaces, allaient du garçon à Hélène. Les anciens croyaient que lorsqu'une famille est injustement séparée, l'univers envoie un guide pour réunir ce qui a été brisé. Des murmures parcoururent la foule. Hélène connaissait les superstitions locales, les histoires que les grands-mères racontaient pendant les froides nuits d'hiver, mais ne leur avait jamais accordé beaucoup de crédit. Maintenant, cependant, le cœur battant la chamade contre sa poitrine, elle se demandait s'il y avait plus de vérité dans ces légendes que son esprit rationnel de psychologue n'était disposé à l'admettre. Le garçon se tourna vers Hélène, et pour la première fois depuis son arrivée, lui parla directement. « Le refuge des anges, c'est là qu'il t'attend. » La foule autour semblait avoir disparu. Pour Hélène, à cet instant, il n'existait qu'elle et le garçon, connectés par un fil invisible du destin. « Où se trouve cet endroit ?» demanda-t-elle, s'agenouillant pour être à sa hauteur, ses mains tremblantes en saisissant ses petites épaules. « S'il te plaît, dis-moi, comment puis-je trouver Michel ?» Mais le moment de clarté était passé. Le garçon retourna à son silence habituel, bien que ses yeux continuassent de transmettre ce message muet qu'Hélène luttait encore pour déchiffrer complètement. Ce fut Madame Gertrude qui répondit « Le refuge des anges n'est pas un lieu que l'on trouve sur les cartes, ma fille. C'est un lieu qui vous trouve quand le moment est venu. » Dans les jours qui suivirent, Hélène se plongea dans une recherche frénétique de toute information sur le mystérieux refuge des anges. Elle consulta les anciens registres de la ville, interrogea les habitants âgés, fouilla les archives historiques à la bibliothèque municipale, tout en vain. C'était comme si l'endroit n'existait que dans les légendes, ou dans l'imagination d'un garçon qui, malgré des moments de lucidité surprenante, restait un enfant perdu et potentiellement traumatisé. Les visites de Marianne devinrent plus fréquentes et tendues. L'assistante sociale, déterminée à faire respecter les protocoles, faisait de plus en plus pression pour que le garçon soit transféré dans une institution appropriée. Hélène résistait avec une égale détermination. « Cet enfant est ma seule connexion avec Michel », argumenta-t-elle lors d'une visite particulièrement tendue. «
Vous ne comprenez pas ce que c'est que de perdre un enfant, Marianne. Vous ne comprenez pas ce que c'est que de vivre avec ce vide, cette incertitude qui ronge l'âme. » À sa surprise, elle vit les yeux de l'assistante sociale s'emplir de larmes. « Je comprends plus que vous ne l'imaginez, Hélène. » répondit Marianne, sa voix soudainement dépouillée du ton professionnel. « Mon fils, Théo, a disparu il y a 15 ans. Je ne l'ai jamais retrouvé. C'est pourquoi je fais ce travail. C'est pourquoi je m'inquiète autant pour vous et pour ce garçon. » Cette révélation changea tout. D'adversaires, les deux femmes devinrent confidentes, unies par la douleur que seule celle qui a perdu un enfant peut comprendre. « Il fut un temps, » continua Marianne, acceptant la tasse de thé qu'Hélène lui offrait d'une main tremblante, où je me suis aussi accroché au moindre espoir, au moindre signe. J'ai suivi des pistes qui ne menaient nulle part. J'ai cru à des histoires qui n'étaient que cela, des histoires. Et vous avez abandonné ? Demanda Hélène, craignant la réponse. Marianne regarda par la fenêtre vers les montagnes qui semblaient garder tant de secrets. Non, répondit-elle finalement. J'ai seulement appris à distinguer l'espoir de l'illusion. J'ai appris que, parfois, le mieux que nous puissions faire est d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et d'aider les autres à ne pas traverser la même souffrance. Mais s'il y a une chance réelle, insista Hélène, et si ce garçon sait vraiment où est Michel ? Je ne peux pas ignorer ça, Marianne. Je ne peux pas simplement abandonner quand je sens que je suis si proche. Avant que Marianne ne puisse répondre, une tempête soudaine, fréquente dans cette région montagneuse en hiver, s'abattit sur Valmontagne. L'électricité fut coupée, plongeant l'appartement dans la pénombre. Hélène alluma des bougies, son visage prenant des contours fantomatiques à la lumière vacillante. Ce fut dans ce décor presque mystique que le garçon qui était resté silencieux dans la chambre de Michel pendant toute la conversation apparut à la porte du salon. Ses yeux reflétaient les flammes des bougies d'une manière qui fit frissonner les deux femmes. « Le refuge se trouve là où le soleil embrasse les montagnes en premier, » dit-il, sa voix enfantine portant une certitude qui contredisait son âge. « Là où les 3 grandes pierres forment un portail naturel, là où la rivière fait une courbe parfaite avant de descendre vers la ville. » Hélène et Marianne échangèrent des regards stupéfaits. « Vous connaissez cet endroit ?» demanda Hélène à l'assistante sociale. Marianne hésita, comme si elle pesait soigneusement ses prochains mots. Il y a des rumeurs, des histoires sur une communauté isolée dans les montagnes. Certains disent que c'est un refuge pour des enfants spéciaux, d'autres parlent d'une secte. Je n'ai jamais accordé de crédit à ces histoires, mais... « Mais quoi ?» pressa Hélène, sentant qu'elles étaient au bord d'une révélation cruciale. Mais certains détails que ce garçon a mentionnés, les 3 pierres formant un portail, la rivière qui fait la courbe, sont trop spécifiques pour être une coïncidence. Marianne regarda le garçon avec des yeux nouveaux. « Comment sais-tu cela, petit ?» Le garçon ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il se dirigea à nouveau vers la chambre de Michel, revenant quelques minutes plus tard avec le sac à dos qu'il portait lorsqu'il était apparu à la porte d'Hélène. De l'intérieur, il sortit quelque chose qui fit porter les mains à la bouche à Hélène pour étouffer un cri. Une amulette de protection faite de pierres locales, identique à celle qu'elle avait donnée à Michel le jour de son 7e anniversaire. « Il l'a gardée, » dit simplement le garçon. « Et il te l'a renvoyée, pour que tu saches qu'il va bien. » La tempête dehors semblait insignifiante comparée à la tempête d'émotions qui submergeait Hélène. Les questions se bousculaient dans son esprit. Comment ce garçon avait-il obtenu l'amulette? Michel était-il vraiment vivant? Pourquoi n'était-il pas rentré à la maison? Qui ou qu'était le refuge des anges? Ce fut Marianne qui apporta un peu d'ordre dans le chaos. « Demain, dit-elle, avec la détermination de celle qui trouve enfin un but après des années de recherche, nous trouverons cet endroit, ensemble. » Le lendemain matin, le monde semblait lavé par la tempête de la nuit précédente. Le ciel arborait un bleu cristallin que l'on ne voit dans les montagnes qu'après une bonne pluie. Hélène, Marianne et le garçon mystérieux se préparaient pour un voyage qui pourrait changer leur vie à jamais. Madame Gertrude apparut à la porte de l'appartement avant même qu'ils ne partent, comme si elle avait été convoquée par des forces qui transcendaient la compréhension commune. « Je savais que ce jour viendrait, » dit l'aîné,
tendant à Hélène un petit paquet enveloppé de tissu. Quand vous arriverez au refuge, montrez ceci. Ils comprendront que vous venez en paix. À l'intérieur du paquet se trouvait une petite sculpture en bois représentant un enfant avec des ailes. Un enfant ange dont les traits rappelaient vaguement ceux de Michel. « Comment avez-vous » commença Hélène, mais Madame Gertrude sourit simplement de ce sourire énigmatique qui portait le poids de secrets anciens. « Il y a plus de lien entre ciel et terre que n'en rêve notre vaine philosophie, ma fille. Maintenant, allez, et que les anges guident vos pas. » La montée dans les montagnes fut ardue. Des sentiers qui semblaient bien tracés disparaissaient soudainement, les forçant à improviser des chemins à travers la végétation dense. Le garçon, cependant, avançait avec l'assurance de celui qui connaît chaque pierre, chaque arbre, chaque courbe du terrain. Après des heures de marche, alors qu'Hélène et Marianne sentaient déjà la fatigue peser sur leur corps, elles arrivèrent à une clairière naturelle où 3 énormes rochers formaient une arche naturelle, exactement comme le garçon l'avait décrit. En contrebas, une rivière serpentait entre les arbres, faisant une courbe parfaite avant de descendre vers la vallée où reposait Valmontagne. « C'est ici, » dit le garçon, sa voix se mêlant au son de l'eau courante. Hélène sentit son cœur s'accélérer. Elles étaient si proches maintenant, si proches qu'elle pouvait presque sentir la présence de Michel, comme si son fils n'était qu'à quelques pas. Mais la clairière semblait vide. Il n'y avait aucun signe d'habitation humaine, aucune indication qu'une communauté existât à proximité. « Tu es sûr ?» demanda Marianne, ne parvenant pas à cacher le scepticisme dans sa voix. « Je ne vois rien d'autre que des arbres et des rochers. » Le garçon ne répondit pas. Au lieu de cela, il marcha d'un pas décidé vers le centre de la clairière, où une pierre plate émergeait du sol comme une table naturelle. Dessus, il déposa l'amulette qui avait appartenu à Michel. Pendant un moment, rien ne se passa. Seul le vent dans les feuilles et le murmure lointain de la rivière brisaient le silence. Et puis, si doucement qu'Hélène crut l'avoir imaginé, le son d'une flûte rustique parvint à ses oreilles. Une mélodie simple, presque enfantine, qui semblait venir de toutes les directions et d'aucune à la fois. Comme répondant à un appel ancestral, le garçon se remit à chanter cette berceuse, sa voix claire s'harmonisant parfaitement avec la mystérieuse flûte. Ce fut alors que l'illusion se dissipa. Ce qui semblait auparavant n'être qu'une paroi rocheuse couverte de mousse et de lianes se révéla être une entrée habilement camouflée. Et de cette entrée émergea une silhouette qui fit retenir son souffle à Hélène. Une femme d'âge mûr, les cheveux grisonnants noués en une longue tresse, vêtue de vêtements simples mais impeccablement propres. Dans ses yeux, Hélène reconnut immédiatement la même sagesse ancienne qu'elle voyait dans les yeux du garçon mystérieux. « Vous avez mis plus de temps que nous ne l'attendions », dit la femme, son français portant un léger accent qu'Hélène ne parvint pas à identifier. Ses yeux se fixèrent sur le paquet qu'Hélène tenait toujours. « Je vois que Gertrude a finalement décidé qu'il était temps. »« Qui êtes-vous » demanda Hélène, sa voix tremblant légèrement. « Où est mon fils ?» La femme fit un geste large, les invitant à la suivre. « Mon nom est Constance. Je suis la gardienne du refuge des anges. Et quant à votre fils, Hélène, l'utilisation de son nom sans qu'elle l'ait mentionné ne passa pas inaperçue. Il est ici, en sécurité et bien portant. Mais il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre avant de le voir. » L'intérieur de la montagne se révéla être un monde à part. Des tunnels naturels, élargis et renforcés par le travail humain, menaient à des chambres spacieuses où la lumière naturelle entrait par des ouvertures stratégiquement placées dans le plafond rocheux. L'air était étonnamment frais et agréable, parfumé d'herbes séchées qui pendaient en bouquets aux murs. À mesure qu'elle s'enfonçait plus profondément dans ce monde souterrain, Hélène et Marianne entrevoyaient les signes d'une communauté prospère. Des potagers intérieurs éclairés par d'ingénieux systèmes de miroirs qui dirigeaient à la lumière du soleil. Des ateliers où des artisans travaillaient le bois, le tissu et la pierre. Des salles de classe improvisées où des enfants de divers âges étudiaient sous la supervision d'adultes attentifs. Des enfants. Il y en avait tant. Certains regardaient les visiteuses avec une curiosité ouverte, d'autres avec méfiance.
Certains semblaient complètement étrangers à leur présence, absorbés dans leur propre monde. « Qu'est-ce que cet endroit ?» demanda Marianne, son ton professionnel ne parvenant pas à masquer l'émerveillement. « Qui sont tous ces enfants ?» Constance les guida jusqu'à une salle circulaire où une table rustique était dressée avec du thé et des aliments simples mais appétissants. « Le refuge existe depuis des générations », expliqua-t-elle, en servant le thé dans des tasses en céramique artisanale. Il a été fondé par ceux qui croyaient que certains enfants, des enfants spéciaux, trop sensibles, pour le monde extérieur, avaient besoin d'un refuge où leurs dons pourraient s'épanouir sans les pressions et les jugements de la société ordinaire. « Des dons ?» questionna Hélène. « Quel genre de dons ?» Le garçon mystérieux qui s'était tenu tranquille jusqu'alors s'assit à côté de Constance comme si c'était sa place naturelle. « Antoine, » dit Constance, caressant doucement les cheveux du garçon, « est un trouveur. Il ressent les liens familiaux brisés et peut trouver le chemin pour les réunir à nouveau. C'est un don rare, même parmi nous. » Hélène ressentit une pointe de déception en réalisant que le garçon, Antoine, elle le savait maintenant, avait un nom, une identité, une histoire qui ne se connectait pas directement à celle de Michel. Une partie d'elle avait commencé à croire qu'il pourrait être, d'une manière ou d'une autre miraculeuse, son propre fils transformé ou déguisé. « Et Michel ?» demanda-t-elle, incapable de contenir son anxiété une seconde de plus. « Pourquoi est-il ici ? Il n'a pas disparu, n'est-ce pas ? Il a été enlevé. » L'accusation plana dans l'air comme un nuage d'orage. Constance ne nia pas. « Votre fils possède un don extraordinaire, Hélène. Quelque chose que même vous, avec tout votre amour et votre dévouement, ne pourriez pas comprendre complètement. Michel a la capacité d'apaiser les esprits perturbés par la musique. Il peut, littéralement, toucher les âmes blessées et leur apporter la paix. » Les mots frappèrent Hélène comme un coup de poing. Michel avait toujours eu une affinité particulière avec la musique, c'est vrai. Depuis tout petit, il manifestait une sensibilité musicale inhabituelle. Mais de là à dire qu'il possédait une sorte de don surnaturel, c'est absurde. Hélène sentit la colère monter en elle. « Vous avez enlevé mon fils à cause d'une superstition ? Ce n'est qu'un enfant talentueux, comme des milliers d'autres. » « Non. » La voix de Constance resta calme mais ferme. « Il est bien plus que cela. Et ce n'est pas moi qui l'ai amené ici, Hélène. C'est votre propre père qui l'a envoyé. » Le monde sembla tourner autour d'Hélène. Son père, l'homme pragmatique et sceptique qui avait toujours ridiculisé les superstitions locales. Le médecin respecté qui avait dédié sa vie à la science et à la raison. C'était impossible. « Mon père est mort des mois avant la disparition de Michel, » dit-elle, s'accrochant à ce fait comme à une bouée de sauvetage. Et il n'aurait jamais cru à ses fantaisies. En réponse, Constance se leva et se dirigea vers une étagère taillée dans la roche même du mur. De là, elle retira un vieil album de photographies relié en cuir. « Votre père connaissait le refuge bien avant votre naissance, Hélène, » dit-elle, ouvrant l'album à une page spécifique. En fait, il était l'un des nôtres. La photographie, jaunie par le temps, montrait un groupe de jeunes devant le même portail de pierre qu'elles avaient traversé pour arriver là. Et parmi eux, reconnaissable malgré sa jeunesse, se trouvait le père d'Hélène, enlaçant une jeune femme qu'elle reconnut comme une version plus jeune de Constance. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, mais l'épreuve était sous ses yeux. « Pourquoi ne m'a-t-il jamais rien dit ? Pourquoi me cacher cela ? Votre père a choisi un chemin différent, » expliqua Constance. « Il a décidé de vivre dans le monde extérieur, d'utiliser la médecine conventionnelle pour aider les gens. Nous avons respecté son choix, comme nous respectons tous les choix. Mais quand il a réalisé que son petit-fils possédait un don qui ne pourrait pas s'épanouir complètement dans l'environnement limité de la ville, il a pris des dispositions, avant de mourir, pour que Michel soit amené au refuge le moment venu. » Hélène eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Tout son monde, toutes ses certitudes, s'effondraient devant cette révélation. Son père, l'homme qu'elle admirait le plus, avait planifié la disparition de son fils, avait conspiré dans son dos pour éloigner Michel d'elle. « Pourquoi ne pas me le dire ?» demanda-t-elle, des larmes de colère et de confusion coulant sur son visage. « Pourquoi me laisser souffrir pendant 2 ans ?
pensant que mon fils pouvait être mort. Quelle sorte de cruauté est-ce là? Ce n'était pas de la cruauté. Hélène, la voix de Constance s'adoucit. C'était de la protection. Votre père savait que vous ne permettriez jamais que Michel vienne ici volontairement. Et il savait aussi que, si vous aviez su la vérité immédiatement, vous auriez tout fait pour le ramener, même si cela signifiait exposer le refuge au monde extérieur. Un monde qui ne comprendrait pas ce que nous faisons ici, qui pourrait détruire ce refuge qui existe depuis des générations. Et pourquoi maintenant? Intervint Marianne, qui avait suivi la conversation en silence jusqu'alors. Pourquoi permettre à Hélène de retrouver son fils maintenant? Constance tourna ses yeux vers Antoine, qui restait silencieux mais attentif à chaque mot. Parce qu'Antoine nous a montré qu'il était temps, parce que Michel est prêt. Et elle se tourna vers Hélène. Parce que vous aussi vous êtes prête, Hélène. Prête à quoi? À comprendre, à accepter, à faire le choix le plus difficile qu'une mère puisse faire, décider ce qui est le mieux pour son enfant, même si cela signifie renoncer à ce que vous désirez le plus. Hélène se leva, incapable de rester assise alors que son monde était bouleversé. « Je veux voir mon fils maintenant ». Constance acquiesça comme si elle s'attendait exactement à cette réaction. « Il est dans la chambre de musique. Antoine vous y conduira ». Elle fit une pause significative. « Mais je dois vous avertir, Hélène. Michel a subi un rituel de purification des souvenirs lorsqu'il est arrivé au refuge. C'était nécessaire pour qu'il puisse s'adapter pleinement à notre vie, pour que les liens avec le monde extérieur n'interfèrent pas avec le développement de ses dons. Qu'est-ce que vous dites? Hélène sentit un froid dans le dos. Je dis qu'il pourrait ne pas vous reconnaître complètement, pas immédiatement. Les mots frappèrent Hélène comme un coup physique. L'idée que son propre fils puisse la regarder comme une étrangère était presque insupportable. Antoine se leva et tendit la main à Hélène, ses yeux transmettant une compréhension qui semblait bien au-delà de ces quelques années. « Il se souviendra », dit le garçon, sa petite voix pleine de certitude. Dans son cœur, il n'a jamais oublié. Le chemin jusqu'à la chambre de musique parut durer une éternité. Hélène sentait chaque battement de son cœur comme un tambour annonçant une tempête imminente. Marianne suivait quelques pas derrière, respectant le moment, mais présente au cas où elle serait nécessaire. Finalement, Antoine s'arrêta devant une ouverture couverte de rideaux légers, d'où émanait une musique douce, une mélodie, simple jouée sur un instrument à cordes qu'Hélène ne parvint pas à identifier. Le garçon écarta le rideau, révélant un espace circulaire éclairé par des bougies et des lampes à huile. Au centre, assis sur un coussin rustique, se trouvait Michel. Ses cheveux avaient poussé, encadrant maintenant un visage qui semblait plus mature que ses 9 ans ne le justifieraient. Dans ses mains, un instrument ressemblant à une lyre, dont il pinçait les cordes avec une habileté qu'Hélène n'avait jamais vue auparavant. Autour de lui, assises en cercle, se trouvaient plusieurs enfants d'âges différents, tous les yeux fermés, des expressions sereines sur leurs visages, comme si la musique de Michel les transportait vers un lieu de paix absolue. Hélène se figea à l'entrée, incapable de faire un pas de plus, craignant de briser l'enchantement de ce moment, craignant le moment où son fils ouvrirait les yeux et la regarderait peut-être sans la reconnaissance qu'elle désirait tant voir. Ce fut Michel qui sentit sa présence le premier. La musique s'arrêta brusquement, et les yeux du garçon, ces mêmes yeux qu'Hélène avait vus pour la première fois il y a 9 ans, lorsqu'elle l'avait tenu dans ses bras pour la première fois, s'ouvrirent et se fixèrent directement sur les siens. Pendant un moment terrible, il n'y eut rien, aucun signe de reconnaissance, aucune réaction autre que la curiosité. Puis, comme des nuages se dissipant après une tempête, quelque chose changea dans l'expression de Michel. Ce ne fut pas une reconnaissance complète, pas le cri de « maman » qu'Hélène avait rêvé d'entendre pendant 2 ans d'agonie. Ce fut plus subtil, un léger froncement de sourcils, une inclinaison presque imperceptible de la tête, comme s'il essayait de se souvenir d'un rêve lointain. « Je vous connais », dit-il finalement, sa voix plus grave que dans le souvenir d'Hélène, mais toujours indubitablement la voix de son fils. « Vous faites partie de mes chansons. » Hélène fit un pas en avant, puis un autre, s'approchant prudemment comme on approche un animal sauvage. « Oui, Michel, dit-elle,
sa voix étranglée par les larmes contenues. Je fais partie de tes chansons, et tu fais partie des miennes. Tu l'as toujours fait. Antoine apparut à côté de Michel, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Le fils d'Hélène regarda l'amulette que l'autre garçon lui tendait. La même amulette qu'Hélène lui avait donnée des années auparavant. La même qu'Antoine avait apportée comme preuve de sa connexion avec le refuge des anges. « Tu me... l'as donnée ?» dit Michel, non pas comme une question, mais comme une constatation. « Pour me protéger. »« Oui, » répondit Hélène, s'agenouillant à une distance respectueuse. « Pour que tu saches que, peu importe où tu serais, mon amour serait toujours avec toi. » Michel étudia l'amulette pendant un long moment, ses doigts traçant les contours des pierres gravées. Puis à la surprise d'Hélène, il reprit son instrument et se remit à jouer. Mais cette fois, la mélodie était familière. C'était la berceuse que la grand-mère d'Hélène avait créée, la même qu'Antoine avait chantée au festival. Et pendant qu'il jouait, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Les autres, enfants dans le cercle, qui étaient restés silencieux jusqu'alors, commencèrent à chanter avec lui, comme s'ils connaissaient la chanson depuis longtemps. Leurs jeunes voix s'élevaient en parfaite harmonie, transformant la berceuse en quelque chose de transcendant, presque sacré. Hélène sentit Marianne s'approcher par derrière, posant une main réconfortante sur son épaule. « Il se souvient », murmura l'assistante sociale. « Peut-être pas avec son esprit, mais avec son âme. » Quand la musique s'acheva, Michel se leva et, à la surprise de tous, marcha directement vers Hélène. Sans hésitation, il tendit la main et toucha son visage, comme pour confirmer qu'elle était réelle. « J'ai rêvé de vous, » dit-il. « Souvent. Vous cherchiez toujours quelque chose. Moi ?» Hélène ne put retenir ses larmes. « Oui, Michel, toujours toi. Je n'ai jamais cessé de chercher, pas un seul jour. » Et alors, dans un mouvement aussi naturel que l'aube après une longue nuit, Michel l'étreignit, non pas avec la reconnaissance complète d'un fils, mais avec l'acceptation instinctive d'un cœur qui en reconnaît un autre, même lorsque l'esprit ne peut nommer la connexion. Ce fut à ce moment qu'Hélène comprit ce que Constance avait voulu dire. Le choix le plus difficile n'était pas de retrouver Michel, c'était de décider de la suite. Le forcer à retourner à une vie dont il ne se souvenait peut-être pas complètement, l'arracher à un endroit où ses dons étaient dévalorisés et cultivés, ou trouver un juste milieu, un chemin qui respecterait à la fois les liens du sang et le but que Michel semblait avoir trouvé au refuge. En retournant dans la salle de Constance, laissant Michel en compagnie d'Antoine et des autres enfants, Hélène se sentait à la fois comblée et vidée. Comblée par la joie d'avoir retrouvé son fils vivant et bien portant, vidée par la reconnaissance que le chemin à venir ne serait ni simple ni facile. « Vous avez des options », dit Constance, semblant lire dans ses pensées. « Vous pouvez ramener Michel en ville, nous ne l'empêcherions pas. Nos principes n'incluent pas de séparer les enfants de parents aimants contre leur volonté. » Mais Hélène perçut qu'il y avait un « mais » implicite. Mais le rituel de purification ne peut être complètement inversé. Les souvenirs reviendront progressivement, ou peut-être jamais dans leur intégralité. Et son don pourrait ne pas trouver d'expression adéquate dans le monde extérieur, où la pression pour se conformer, pour être normal, pourrait l'étouffer. Hélène regarda Marianne, cherchant un conseil, une orientation. « Que feriez-vous » demanda-t-elle à l'assistante sociale. « Si c'était votre fils, si c'était Théo ?» Marianne réfléchit un moment, le regard lointain, comme si elle contemplait une possibilité qu'elle avait abandonnée depuis longtemps. « Je ne sais pas », répondit-elle honnêtement. « Une partie de moi n'a jamais renoncé à le retrouver. Une partie de moi veut croire qu'il est quelque part comme ici, en sécurité, en train de s'épanouir. Ce que je sais, c'est que vous avez quelque chose que je n'ai pas eu, Hélène. Un choix. » Constance les regardait toutes les deux avec une expression de profonde compréhension. « Il existe une troisième option, » dit-elle doucement. « Une qui n'est pas courante, mais qui s'est déjà produite. Un pont entre les mondes. » La proposition de Constance était audacieuse, révolutionnaire même pour les standards du refuge des anges. Une intégration progressive entre la communauté isolée et la ville. Pas une exposition complète, qui pourrait attirer les curieux, les sceptiques, et éventuellement des autorités qui ne comprendraient pas le but du refuge, mais une ouverture contrôlée, commençant par Michel.
Il passerait une partie de son temps avec vous, Hélène, en ville, réapprenant à être votre fils, se reconnectant avec la vie qu'il a eue, et une partie de son temps ici, continuant sa formation, aidant d'autres enfants grâce à sa musique. Comme une garde partagée, demanda Hélène, trouvant le concept à la fois étrange et approprié. Comme un pont, corrigea Constance. Une connexion entre deux mondes qui ont besoin l'un de l'autre plus qu'ils ne l'admettent. Les semaines suivantes furent faites d'ajustements, de négociations et, progressivement, de guérison. Hélène, avec l'aide de Marianne, élabora un plan officiel qui expliquait la réapparition de Michel, sans exposer le refuge des anges. Une histoire plausible, impliquant une adoption irrégulière et une récupération de mémoire, étayée par des documents soigneusement préparés qui satisferaient les autorités. Michel partageait son temps entre l'appartement d'Hélène à Valmontagne et le refuge dans les Tassettes, Montagne. Chaque jour, il semblait se souvenir de plus de détails de sa vie antérieure, non pas par des interventions forcées ou des thérapies invasives, mais par la cohabitation naturelle, la reprise de routines oubliées, la reconnexion avec des espaces et des objets qui lui avaient été familiers. Antoine, à la surprise d'Hélène, décida de rester. Le petit « trouveur », comme l'appelait Constance, semblait avoir développé un lien spécial non seulement avec Michel, mais avec Hélène elle-même. C'était comme si sa mission, initialement, limitée à réunir mère et fils, s'était étendue à la création d'une nouvelle famille. Une famille qui transcendait les liens du sang. La fête des lanternes, célébration traditionnelle qui clôturait le cycle hivernal à Valmontagne, devint le symbole de cette nouvelle réalité. Selon la tradition, les lanternes en papier, une fois allumées et lâchées dans le ciel nocturne, guidaient les âmes perdues vers leur foyer. Hélène, Michel et Antoine allumèrent ensemble une lanterne spéciale, plus grande et plus élaborée que les autres, décorée de symboles à la fois de la ville et du refuge des anges. Lorsqu'ils la lâchèrent, ils regardèrent en silence, tandis qu'elle s'élevait dans le ciel étoilé, rejoignant des centaines d'autres qui transformèrent la nuit en une rivière de lumière flottante. « Elle va guider les autres, n'est-ce pas ?» demanda Michel, sa voix mêlant l'innocence de l'enfant qu'il était à une sagesse qui défiait son âge. « Les autres qui sont perdus ?» Hélène regarda son fils, le regarda vraiment, voyant non. Seulement le garçon qu'elle avait perdu et retrouvé, mais le jeune homme qu'il devenait, celui qui existait confortablement entre deux mondes. « Oui, » répondit-elle en l'enlaçant par les épaules. « Et nous aussi. » À côté d'elle, Antoine sourit de ce sourire énigmatique qu'Hélène reconnaissait maintenant comme le signe que le petit trouveur sentait déjà de nouveaux liens brisés, de nouvelles familles à réunir. L'appartement qui avait été autrefois un musée de souvenirs douloureux se transforma en un espace vibrant. La chambre de Michel abritait désormais aussi bien ses anciens jouets que de nouveaux instruments de musique rapportés du refuge. Sur les murs, des dessins mêlant les techniques artistiques de la ville aux symboles traditionnels de la communauté montagnarde. Le jardin d'herbes aromatiques sur le balcon, autrefois entretenu uniquement en souvenir du fils disparu, s'était agrandi pour inclure des plantes médicinales enseignées par la guérisseuse du refuge. Et Hélène, la psychologue qui s'était un jour définie exclusivement par sa quête, trouva un nouveau but. Utilisant à la fois ses connaissances professionnelles et les leçons apprises au cours de son voyage, elle établit une clinique spécialisée dans la réunification familiale. Un espace où les parents, séparés de leurs enfants par des circonstances traumatisantes, pouvaient trouver non seulement un soutien psychologique, mais aussi un espoir concret. Marianne devint sa partenaire dans cette entreprise, apportant son expérience d'assistante sociale et sa propre histoire personnelle. Ensemble, elles créèrent un système qui fonctionnait à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des structures officielles, comprenant que certaines réunifications ne pouvaient pas se faire par les canaux conventionnels. Et quant à Antoine, le garçon mystérieux apparu par une nuit pluvieuse restait une énigme à bien des égards, mais une énigme qui faisait désormais partie intégrante de la famille, apportant avec lui un don extraordinaire, la capacité de sentir quand d'autres familles étaient séparées et avaient besoin d'être réunies à nouveau. Par les nuits tranquilles, lorsque le vent descendait doucement des montagnes,
Apportant avec lui l'odeur des pins et le son lointain des flûtes du refuge, Hélène se retrouvait souvent sur le balcon de son appartement, observant les lumières de la ville en contrebas et les ombres des montagnes au-dessus. Deux mondes, autrefois séparés par la méfiance et l'incompréhension, désormais connectés par un pont délicat mais résistant. Un pont construit par une mère qui n'avait jamais abandonné, un fils doué pour guérir par la musique, et un enfant mystérieux apparu exactement au moment où il était le plus nécessaire. Et si parfois, dans des moments particulièrement calmes, Hélène percevait des présences qui ne pouvaient être expliquées par la science, qui avait été autrefois son seul guide. Des ombres douces qui semblaient veiller sur le sommeil, des enfants, des murmures qui rappelaient la voix de son père parmi les feuilles du jardin. Eh bien, elle avait appris que certains mystères n'avaient pas besoin d'être élucidés pour être vrais. Car, au final, la leçon la plus profonde que le refuge des anges lui avait enseignée ne concernait pas les dons surnaturels ou les communautés secrètes dans les montagnes. Elle concernait le pouvoir transformateur de l'espoir. Cette flamme tenace qui refuse de s'éteindre, même lorsque tous autour ont déjà baissé les bras. Cette lumière intérieure qui, comme les lanternes du festival, peut guider les âmes perdues vers leur foyer, peu importe la longueur ou l'obscurité de la nuit.